Je me souviens, quand j'ai traité la saison 3, donc il y a un certain temps, il y avait un épisode qui m'a fait dire comment un détail, une scène peut changer votre avis sur un épisode. Hein, pour revenir sur l'épisode de la saison 3, où globalement c'était quand même assez médiocre, mais il y avait la scène, le moment assez fort de signification, le moment où ça devenait quelque chose de particulièrement sympathique et bien réfléchi dans l'idée pour rattraper le tout et en faire un épisode correct. Et ben là, on a l'effet inverse dans cet épisode. C'est-à-dire globalement correct, mais la scène de fin, il fait que je peux pas apprécier cet épisode. Mais genre, vraiment. Donc, si on y vient, on y vient. Ça commence déjà. On va faire Tao, hein, comme ça sera fait ça. Alors Tao, il est en train de déambuler à Chambord. Au bout d'un moment, ça fait même un peu chier le monde parce que là, il cherche des tonnes d'indices, ci et là. Il sait pas exactement quoi penser de ci, de ça. Il y a le roi qui finit par venir lui parler. Ok, c'est sympa ce que tu fais, mais évite d'ennuyer mes gardes et tout et tout. Au moment où il tombe sur un autre symbole qui pourrait peut-être signifier quelque chose, hein, un autre symbole incrusté dans les murs qui a été, j'imagine, fait par Léonard de Vinci, hein, c'est celui d'une salamandre qui représente les alchimistes, donc peut-être que ça veut dire quelque chose, peut-être pas, je sais pas trop, mais ça semble-t-il n'a pas vraiment d'importance puisque ce qui va pousser Tao à avoir une idée, une piste, c'est la Joconde. À nouveau, un Da Vinci Code à fond. Voilà, il y a Nostradamus qui a su trouver la Joconde cachée dans un petit recoin du château, dans une pièce confinée. Et apparemment, on ne sait pas que cette Joconde existe. Il l'a cachée, Léonard de Vinci, dans cette version de l'univers. Et voilà, quoi, il la montre à Tao et il essaye de se cacher parce qu'on on ne devrait pas être vu avec ça. C'est important, c'est grave. Alors que dans ce qu'on voit dans l'aperçu de l'épisode suivant, Tao le montrera un peu à tout le monde, cette Joconde, donc pourquoi vous vous cachez, je comprends pas trop le délire, mais bon. Bref, voilà, il y a Tao qui au début je te dis que c'est juste une peinture, mais en se cachant et en la regardant un petit peu de plus près, elle voit quelque chose dans le regard de Mona Lisa qui semble être une piste. Et c'est le suspense, on aura les réponses après. Ok. Bah, c'est juste un truc avec ce morceau-là, c'est que ça appuie quand même pas mal le fait que ça prend son temps. Il y a pas mal de choses qui prennent un petit peu leur temps à se mettre, à se résoudre, à se mettre en place. Et je dis pas que c'est forcément mauvais en soi, mais je rappelle que on doit fourrer 3 cités d'or en une seule saison. Ce genre de choses, c'est pas grave si vous les accélérez un petit peu et que vous venez au fait un peu plus vite que ça. Parce que, voilà, on doit un petit peu se dépêcher de fourrer 3 cités d'or. Je pense très sincèrement, vu comme c'est parti, que ce qu'on a dans cet épisode et l'épisode suivant, ça aurait facilement pu se résumer en un seul épisode. Hein. Limite, quoi, si on prend même l'épisode d'avant, qui avait quelques petites longueurs, quelques moments qui auraient pu être raccourcis, on aurait limite pu faire ces trois-là en 2 épisodes au lieu de 3, et ça aurait été pas forcément plus mal, vous voyez, c'est histoire de dire. Parce que voilà, de toute façon ça va partir sur quelque chose, une espèce de cliffhanger de fin très discutable, dont je pense on pourrait se passer personnellement. Enfin bref, il y a donc du côté de nos héros principaux, Santao, Esteban qui cherche un petit peu tout le monde et il finit par tomber sur Pichu qui a été capturé par un garçon d'un petit village du coin qui chassait pour avoir sa marque et devenir un homme, tout ça, tout ça. Apparemment, c'est important pour lui. Et voilà, quoi. Il y a Pichou qui se fait capturer. Stéphane qui dit rends-le-moi, il est important pour moi. Il dit barre-toi, j'ai pas envie. Et il tombe bêtement dans le piège qu'il a laissé. Peut-être parce qu'il est con, Esteban. Je suis désolé, ça se voit à des kilomètres ce truc, mais bon.
Voilà, il est pas réfléchi parce que son Pichou adoré il est capturé, on va dire ça. Il tombe dans ce piège qui permet au garçon de se barrer. Il y a Zia qui arrive pour le sauver plus rapidement qu'il se serait sauvé lui-même parce qu'il avait une petite dague pour se sauver de toute façon. Et donc ils sont contents de se retrouver. Il y a Esteban qui fait un peu le point avec elle, alors où ils en sont. Il se dit ok, on va se dépêcher de retrouver les autres et on peut encore arriver à s'en tirer et rattraper Ambrosius. Voilà, et donc on va avoir une petite période sur Ambrosius et compagnie dans leur nef, alors qu'il jubile de sa réussite. Il fait son grand monologue pour dire ouais, tout le monde se pliera devant moi, je serai comme un dieu, moi et moi seul. Il y a vraiment ça tout haut, tout le monde devrait l'entendre sur la nef. Hein, son désir totalement mégalomane et unitaire, c'est-à-dire que pour lui, ce genre de choses, ça devrait pas aider à ce que les autres continuent de le suivre, mais bon, hein. Seulement, voilà. Alors qu'il fait ça, déjà, il a une petite réflexion quant au fait qu'il n'a pas vu Tao avec le groupe. Il se demande, est-ce que Tao serait mort? Ça a l'air de l'affecter un peu. On essaye un tout petit peu d'avoir un début de subtilité, de complexité chez le personnage, en montrant qu'il a une certaine attache envers Tao, même s'il l'appuie pas extraordinairement. Voilà. On sent qu'il a cette petite attache un tout petit peu plus poussée envers lui qu'envers les autres avec ça, mais il finit par se dire ah non, 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 il doit pas être mort, c'est impossible, quoi. Il doit être en train de réfléchir à trouver une autre piste. Et à nouveau, je repose le même souci qu'il y avait dans l'épisode précédent, hein, c'est-à-dire, de base, ils étaient censés faire quoi, les enfants, pour trouver la suite? Je veux dire, on va avoir une piste qui sera donnée par un rêve qu'a fait Zia, rêve qui a été induit par donc un usage abusé de ses pouvoirs, donc c'est une chance que ça lui tombe dessus, mais ça aurait très bien pu ne pas lui tomber dessus, et des recherches que fait Tao sur l'œuvre de Léonard de Vinci. Donc bien après l'extinction de la race de Mu et des Atlantes, même s'ils ne sont pas tout à fait éteints ceux-là, voilà, il y a tout ça qui va permettre de trouver la piste de la 6e cité d'or, c'est cool, mais de base, devrait y avoir des indices à partir de la 5e cité d'or qui devraient permettre de faire ça. Et ça donne pas une seule seconde l'impression que ça a été réfléchi, ça. Ou alors peut-être que ça vient de la pierre philosophale en elle-même, peut-être que c'est cette pierre philosophale qui va donner des indices, et à ce moment-là je m'excuse, hein, ok, mais voilà quoi, pour l'instant on n'a pas vu une seule seconde cette pierre philosophale à l'œuvre, on ne sait pas ce qu'elle peut faire exactement, est-ce qu'il faut un truc spécial pour l'activer? Est-ce qu'il faut aller à la 6e cité d'or pour activer le pouvoir spécial de la pierre philosophale? Genre, c'est décliné en deux parties, je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs qui se posent encore. Enfin bref, il y a quand même une réflexion intéressante de la part d'Ambrosius qui se dit, ok, s'il n'était pas là, c'est qu'il est en train de faire des recherches qui vont aider un petit peu les autres. Et donc, il se dit, il faut peut-être que je fasse gaffe à eux et que je retrouve assez vite le grand Condor pour pas les perdre de vue. Seulement, voilà. Il y a un petit problème avec un des moteurs de la nef qui surchauffe tout d'un coup, et vu la réaction du méchant Olmec, parce que je vais l'appeler ça méchant Olmec et gentil Olmec, j'arrive jamais, c'est Mogul ou un truc comme ça, je suis désolé. Hein. Bref, méchant Olmec, vu sa réaction, c'est clair et net que c'est lui qui a mis ça en place, hein, aucun mystère à ce niveau-là, hein, pour amener à ce qu'Ambrosius se dise ok, on est trop faiblard à ce niveau-là, on peut pas faire grand-chose comme ça, on revient à la base pour réparer et on repart après. Donc il a prévu un certain truc, ce gars-là. Il y a une insurrection, il compte prendre les commandes en s'attaquant à Ambrosius de lui-même. Alors juste un truc comme ça, hein. Mais si il y a les Olmecs qui prennent le contrôle et qu'Ambrosius se fait avoir et que c'est les Olmecs les grands méchants de fin, alors dans un sens je dirais que c'est couillu de votre part, mais ce serait un putain de gâchis quoi. Vous l'avez mis en place pendant 2 saisons et demie, j'espère qu'on l'aura jusqu'à la fin de cette 3e saison quoi. C'est un peu important pour moi quand même. Bref.
Bref. Voilà quoi, il manigance quelque chose, il y a la Guerra qui le repère bien. Tandis que, ouais, j'en ai pas parlé, mais Gaspard et le gentil Olmec, ils ont été repêchés entre deux épisodes. J'imagine qu'ils ont été retrouvés rapidement, je ne sais quelle raison. Hein. C'est bien tombé, on va dire. Et oui, elle va essayer de le surveiller de près avec Gaspard qui sera un petit peu à ses côtés. C'est pas trop mal comme situation, reste à savoir ce qu'il y a derrière et comment on va rebondir dessus une fois de plus. Enfin bref, du côté de nos héros, il y a Esteban et Zia qui ont poursuivi le village du petit garçon qui a capturé Pichou avec le grand condor. Ça surprend un petit peu tout le monde, mais une fois qu'ils arrivent là, lorsque Esteban dit ah, rends-nous notre Pichou, dit non, c'est moi qui l'ai capturé, t'as pas le droit, tu l'avais pas en laisse sur une connerie comme ça. Et c'est là qu'il y a une femme du village qui vient s'adresser à Asia parce qu'en fait c'est une des évadées qu'ils ont aidé à sauver de la ville qui les faisait esclaves. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours de ça, quoi. En l'espace de quelques jours, ils ont réussi à s'enfuir, à trouver ce village, à s'y poser. Ou alors ils l'ont construit ce village. Ça s'est passé vite, hein, quand même. Parce que vous voyez, ça s'est enchaîné comme ça, quoi. Et puis bon, c'était juste à côté, c'était vraiment pas très loin de la cité d'Ophir. Donc les esclaves qui se sont évadés sont partis dans une direction qui était très proche de la cité d'Ophir, et ils sont arrivés à s'y rendre à peu de choses près, dans la même période qu'il a fallu au Grand Condor pour se rendre à la cité d'Ophir. Hein, à peut-être un jour près, quoi. Il y a eu une période d'un jour de battement, un truc comme ça, mais pas plus, quoi. C'est gros, hein. Je trouve ça un petit peu gros, vous m'excuserez. Et puis ça amène à rien, je suis désolé. Le fait que ce soit les esclaves qu'ils ont sauvés, qu'est-ce que ça change? Absolument que dalle. Je veux dire, ça aurait pu être juste pu être un village sympa avec ses petites coutumes, que ce serait pareil. Hein. Rapidement, on voit que Mendoza, Sancho et Pedro ont été sauvés par eux. Ils ont été repêchés sur le courant par ceux-là. Ils ont été sauvés, soignés, tout ça, tout ça. Voilà. Ok, bon déjà, hein, le suspense pour rapport à cela, c'est incroyable. Ça ne pas aller très loin. Mais ouais, quoi, ce village, quoi, je vois pas trop l'intérêt de mettre en avant le fait qu'il y a il y ait cette relation précédente mise en place. Surtout que c'est par rapport à des personnages qu'on n'a même pas mis en avant. C'est-à-dire, ce sera encore les deux filles avec lesquelles il y a c'est un tout petit peu lié d'amitié. Il y a eu quelques petites conversations dans les deux épisodes en question. Je dirais, ok, pourquoi pas, ça va peut-être quelque chose, mais quand même, là, c'est quand même très juste. Très juste. Enfin bref, malgré ces retrouvailles touchantes, il y a toujours le problème Pichou parce que le gamin ne veut absolument pas s'en défaire et c'est là qu'il lance Esteban au défi. Ah, allez, battons-nous et comme ça, c'est ça qui décidera qui aura Pichou. Et j'adore le fait que tout le monde est d'accord avec ça. Alors bon, c'est bien d'avoir à fond la confiance envers Esteban, comme quoi il va certainement gagner et tout, mais s'il perd, vous aurez plus Pichou, quoi. Et quand on y pense, c'est un peu la seule raison pour laquelle ils s'attardent dans ce village. Parce que bon, ils ont rien de spécial à y faire. Ils sont en pleine santé, ils peuvent partir directement à la poursuite d'Ambrosius, ou alors retrouver Tao pour aller plus vite, ce genre de choses, quoi. Mais non, on se pose un petit peu, on va se préparer pour un défi, on est tranquille, on chill. Je sais. C'est moyennement en adéquation, en concordance avec ce qu'on a vu au début de cet épisode, c'est-à-dire Steven qui se dit ok, hein, il faut qu'on se dépêche, on va trouver les autres et puis on aura le temps de le rattraper. Je dis non, je vais quand même suivre ce défi parce que c'est important, parce que Pichou quoi. Que ferait-on sans Pichou, bordel de cul, hein? Ouais, c'est aussi ça le problème. Si les enjeux n'avaient pas été aussi cons et forcés, j'aurais peut-être pu en tirer quelque chose, mais voilà quoi. Étant donné que c'est un peu forcé sur les bords, c'est pas extraordinaire. Après, est-ce que c'est gavant? Non. Ce genre de forçage scénaristique, c'est moyen, mais est-ce que ça me sort d'un scénario? Non. Je vous cache pas que pour l'instant ça me va. Hein. C'est quand même pas si mal de montrer Zia Esteban qui retrouvent les autres, de planifier certaines choses, de montrer
hein, du point de vue de Tao et aussi de Zia, qui a une petite avancée en se posant un peu, en voyant les choses sur la voie à suivre après. Par exemple, donc en aidant un petit peu le village, il y a Zia qui tombe sur un des masques tribaux du coin, et c'est le masque qu'elle a vu dans son rêve dans l'épisode 2 pendant 1 minute, une fois de plus, hein. Ce qui, je me doutais que ça allait avoir une signification particulière, même si, on ne s'est pas penché des masses dessus. Mais voilà, elle voit le masque qui correspond à celui de son rêve, et elle demande un petit peu ce que ça signifie. C'est un masque qui représente je sais pas trop quoi, j'ai pas l'impression que ça va être très important pour la suite de l'histoire, ça. En tout cas, le masque original, quoi, qui ne doit jamais être touché ou quelque chose comme ça, ce masque-là, il ne sait pas exactement où ça se trouve, hein. Les gens du village ne savent pas exactement où ça se trouve, et c'est là que Sancho dit rapidement, ah moi je sais où il se trouve, hein. Je l'ai vu dans l'antre de Gomez. Alors déjà c'est cool, on va revoir Gomez. J'ai pas fait gaffe. Je vous cache pas, étant donné que ça va grandement marquer ce rêve, sans doute que ça y était ce masque et que j'ai pas fait gaffe. Ça me surprendrait pas, hein. Je vous cache pas, c'est pas impossible. Donc Zia se dit, ah cool, j'ai une piste, super. Et pendant ce temps-là, on va passer plusieurs minutes à préparer ce fameux duel entre Esteban et l'autre con, là, sans intérêt, putain. Je veux dire, je vous cache pas que ce passage-là, c'est un peu chiant, quoi, pour forcer nos personnages à rester là, quoi. Et donc, à un moment donné, quoi, il se bat avec lui, il y a un peu de suspense, mais il finit par le mettre à terre, il a gagné, on est content, il vive la vie, il récupère Pichou, super. L'autre gars, il est super vexé et frustré parce que je vais pas pouvoir être un homme, je vais être obligé de continuer à vivre avec maman. Ouais, j'ai beaucoup de peine pour toi, mec, hein. Ouh. Je dis ça parce que je sais qu'il va avoir un rôle par la suite, vu que j'ai vu l'aperçu de l'épisode suivant. Enfin bref, j'ai le sentiment que je vais pas avoir beaucoup d'attache envers ce personnage, hein. Je vous cache pas. Et c'est là qu'on a la scène qui m'a particulièrement sorti de ce truc. Parce que, de base, correct. Voilà, c'est correct, sans plus, vraiment, genre 11 sur 20, quoi, ce niveau-là, je veux dire. Suffisamment de développement intéressant et de petits moments de personnages pour compenser les grossièretés qui fait qu'on reste là, mais ouais, je sais pas, c'est pas ce que je qualifierais l'épisode affreux, mais c'est là qu'on a l'échange entre Zia et Esteban. Et celui-là, il m'a particulièrement fait tequer. Particulièrement pétéqué, parce que Esteban il est trop content, il s'entend, t'as vu, je suis trop fort. Lorsque Zia essaye de lui dire, j'ai une piste, attends, laisse-moi me vanter encore plus. Et au début tu te dis, ok, c'est pas génial, ce gamin sur les bords, et puis il finit par de plus sentir pisser le gars. Et il dit, maintenant rassure-toi, c'est bon, là où t'as échoué avec Ambrosius, je vais réussir à l'avoir, moi. En insinuant de façon super claire que il peut mieux se débrouiller qu'elle et qu'elle a foiré. Mais clairement, il s'en rend même pas compte tout de suite. Genre ça pourrait être quelque chose qui lui a échappé. Il se dit, ah merde, qu'est-ce que je viens de dire? Non, il s'en rend pas compte tout de suite. Lorsqu'il dit, ouais, j'arriverai à reprendre la pierre philosophale à Ambrosius, il y a Zia qui dit, et nous arriverons. Il prend pas comme ça. Une fois de plus, il a dénié un petit peu, et ce qui fait qu'elle se sent ultra vexée et ne veut plus lui dire ce qu'elle a compris, hein, la piste qu'elle a. Et c'est là qu'on en vient à la conclusion finale, où déjà ça crée du drame ultra forcé entre eux, super gavant, et en plus, ça va être l'élan pour que Zia se dise merde, j'y vais toute seule. Je pique le grand condor à moi seul, je les laisse sur place, ils vont se faire foutre, je vais chez Gomez toute seule. Cliffhanger, allez vous faire mettre, allez vous faire mettre, c'est quoi ce développement de merde? Pourquoi vous voulez créer du drame et de la dissension forcée à ce stade? Avec une espèce de masculinité toxique que vous sortez de vos fesses qui vient de nulle part, alors que jusqu'à présent, nos personnages, ils n'avaient pas cette façon complètement basique et macho de considérer Zia comme ça.
Hein, surtout qu'en plus, elle est quand même super forte, elle réussit tellement de trucs, ce qui fait que c'est difficile de la voir de haut à ce niveau-là. Mais j'ai le sentiment que, comme pour la première fois de sa vie depuis des lustres, il a une victoire, Esteban il s'est plus senti pisser, il s'est comporté en macho de passage. Et il s'en mêle après, hein, mais oh, ça suffit pour que Zia se barre. Foot la mission en jeu, parce que sa fierté a pris un sale coup et que qu'Esteban l'a mal considéré. Et ouais, les deux personnages passent pour des gros cons. Esteban passe pour un gros con qui n'a quasiment aucune empathie, qui se laisse porter par son espèce de fierté de victoire d'un moment. Ah, c'est super, t'as tabassé un autre enfant, t'es trop fort. Hein. C'est vraiment, hein, waouh. Et Zia qui se dit, putain, il se comporte en gamin pourri gâté, je vais le laisser là, avec les autres, et me démerder toute seule. Les deux se comportent comme des gamins débiles. Et je suis désolé, c'est peut-être des gamins à un certain degré, mais ils sont pas débiles. De passe, Zia et Esteban. C'est ce genre de développement romantique que vous voulez créer entre eux, de tension romantique, où l'un considère mal l'autre, et il se sentira mal après, il y aura des excuses, tout ça, tout ça. Je suis désolé, c'est de la merde, hein. C'est complètement forcé de bout en bout. Il devrait y avoir quelque chose de très différent par rapport à ça. Ça devrait être un de ces moments où nos personnages se feraient peut-être la gueule. Quitte à partir sur cette merde qu'Esteban a fait, de considération qu'Esteban a fait, on pourrait avoir un moment où Zia lui ferait la gueule et où il s'en rendrait compte et il s'excuserait après coup. Et à ce moment-là, ok, ça pourrait aller mieux. Pas cette espèce de drame ultra forcé où on les laisse derrière, quoi. Parce que Zia se montre encore pire qu'Esteban en faisant ça, en réagissant de cette manière. Putain. Et donc, ouais, cette fin est particulièrement désagréable. Particulièrement désagréable parce que les deux personnages sont détestables dans leur comportement. Et ça force beaucoup trop les choses. Hein. J'arrive à tolérer certains forçages scénaristiques qu'il y a dans cette série depuis pas mal de temps. Des forçages de ce genre-là, jamais. Hein. Jamais. Hein. C'était de la merde. Et donc, ouais, ce qui passait pour être au départ un épisode à peu près correct, devient un épisode pourri. Voilà, un mauvais épisode pour moi à cause de ça. Est-ce que ça va amener? Je suis désolé, mais je suis vraiment pas pressé de voir ça. Vraiment pas. Ah, ce genre de développement, sérieusement. Et c'est ça que je veux dire aussi quand je dis que on pourrait résumer certains des épisodes en moins de temps. Parce que ça, quoi, cette espèce de lutte pour récupérer Pichou, cette espèce de problème entre Zia et Esteban, ça, on aurait pu zapper ce genre de truc et passer directement à l'essentiel pour suivre notre quête. Avec les petits indices que Zia aurait pu voir, parce que bon voilà quoi, ils auraient trouvé Esteban et compagnie, on aurait pu trouver une excuse qui ferait qu'il serait resté, pas une demi-heure, une heure de plus. Et puis voilà, quand on aurait passé moins de temps dans ce petit village, Zia aurait vu l'indice et tout le monde serait parti après coup. Ou limite, Zia et Esteban seraient partis sans Mendoza et compagnie, parce qu'ils seraient encore un peu blessés et ils auraient besoin de récupérer, on pourrait les récupérer après. Par exemple. Voilà, qui quitte à partir sur ce genre de choses où nos personnages sont séparés, mais pas ça, pas ça, c'est de la merde, c'est du drame forcé. Donc, hey, ça me gâche l'épisode, hein, totalement, totalement. Et c'est particulièrement gavant, vraiment. Ah. Donc, ouais, je suis pas du tout hypé de voir la suite avec ça. À cause de ça, non. Hein. Étant donné qu'on force tellement la situation en place, la situation, à moins que vous fassiez quelque chose de sensationnel autour de ça, ce qui n'a pas trop l'air d'être le cas, je pense que je ne vais pas grandement l'apprécier. Mais bon, on verra bien. Hein. Bientôt pour l'épisode 11. Bye!